Bonjour à tous et toutes, et rebonjour à un certain nombre d'entre vous. On est sur la fin déjà de ce beau festival 2019 et je suis heureuse d'accueillir ce panel d'invités qui nous permettront de les présenter comme des habitués du festival, parce que c'est un vrai hommage à leur belle carrière à tous et toutes déjà. Alors Nathalie Do, notamment, est une autrice inspirée par le folklore et la mythologie, qui a à son actif de nombreuses nouvelles, des directions d'anthologie chez Nesty Bénen, chez Griffe d'encre, chez Argenius, la maison d'édition qu'elle a fondée et dirigée, dans la revue Mythologica, et de romans qu'on a aujourd'hui le plaisir de retrouver son œuvre dans des versions revues et enrichies aux éditions Les Moutons Électriques, donc sont reparus ainsi dans ces nouvelles versions. Le Chaudron Brisé, les 2 volumes du livre de l'énigme, Bleu Puzzle, et je signale également le roman mosaïque féerique et post-apocalyptique En revenir aux faits, qui est ici, que vous voyez un peu loin, qui est paru aux éditions Voyelle et où reparaissent également quelques nouvelles à la fin de l'œuvre antérieure de Nathalie Do. Jean-Laurent Del Socorro, j'ai choisi le D comme lettre, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit ou si c'est un S qu'on te classe. Vraie question. Jean-Laurent Del Socorro, alors était coup de cœur des Imaginales 2018, vous l'avez sans doute croisé à cette occasion, et prix des bibliothécaires pour Boudica cette même année, et il a publié à ce jour 2 romans de fantaisie historique très remarqués. En 2015, Royaume de vent et de colère, qui est situé à Marseille à la fin 16e sur fond de guerre de religion, en 2004. Et en 2017, donc celui dont on va parler, Boudica, sur cette reine celte qu'on connaît mieux sous son nom latinisé, ce qui est en soi significatif, Boadicée, qui a résisté à la conquête romaine au 1er siècle. Jean-Philippe Jaworski, qu'on ne présente plus, agrégé de lettres modernes et enseignant à Nancy, et auteur, je dis à chaque fois la même chose, auteur de jeux de rôle, avec en particulier Tédéum pour un massacre, qui est un jeu de rôle historique sur les guerres de religion, et puis auteur de fiction salué par les amateurs d'imaginaire et de beau style, et par 2 prix Imaginal du meilleur roman francophone. C'est un apax, c'est une exception. Donc un prix pour chacun de ces 2 ensembles, édités au Mouton Électrique et en poche chez Folio SF. D'une part, les récits du Vieux Royaume, les recueils Jeanne Améra et Le Sentiment du Fer, et le roman Gagner la guerre. Et puis l'autre ensemble actuellement en cours, c'est Roi du Monde, son cycle qui comprendra 3 branches sur un héros biturige d'une tribu celte, dont 4 volumes, 1 pour la première branche et 3 pour la seconde branche, sont pour l'instant parus. C'est pour les branches. Et enfin, last but not least, à ma gauche, un peu derrière le pilier, Sylvie Miller, que vous avez peut-être croisée dans l'équipe des modérateurs et interprètes, parce qu'elle a traduit des textes d'imaginaire hispanique, et elle a permis de faire connaître ce continent de l'imaginaire avec 2 anthologies sur ses corpus aux éditions Rivière Blanche. Je l'avais interviewée l'an dernier pour son premier roman solitaire, le très réussi Satinka, qui mêle les mythes et les histoires de la construction des États-Unis, et elle nous revient cette année avec le 5e et dernier volume, en tout cas pour le moment, voilà quoi je dis. Ne désespérons pas, tout est toujours possible, des aventures de Lasserre, le détective des dieux. Donc on a 5 romans et des nouvelles depuis 2012, et le volume Un privé sur le Nil, qui avait été prix Imaginal des nouvelles et recueils, et donc qui est une des grandes réalisations du duo créatif qu'elle forme avec Philippe Vard, voilà, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui évidemment va être à nos côtés en pensée.
Et cette fois, Sylvie Lasserre se retrouve en terre celte, hein, trahison en terre celte, donc d'où le panel, on y arrive. Donc les Celtes, bon, voilà, on les associe spontanément à un imaginaire de l'ouest de l'Europe, hein, petite et Grande-Bretagne, Irlande. On va penser à des druides, à des beaux entrelacs végétaux, à une relation privilégiée avec la nature, à une culture orale. Qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ou de corriger ou d'accentuer dans cet imaginaire collectif des Celtes? Celui qui veut commence, et puis vous n'hésitez pas à vous répondre les uns les autres. Je ne suis pas là pour... Bonjour. Quelque chose qui m'a été révélé quand j'ai travaillé sur Boudica. Je travaille toujours avec un historien ou quelqu'un qui relit mes textes, que j'appelle être un spécialiste. Là, c'était un archéologue qui m'avait tapé sur les doigts sur de nombreuses erreurs. Et ça m'avait permis de recreuser certains aspects, notamment l'aspect contact avec les autres peuples. Il y a deux dimensions qui m'avaient interpellé dans Boudica. Moi, j'étais pas mal sur certains clichés au démarrage. Déjà, leur relation commerciale avec d'autres peuples, et notamment les Romains, c'est-à-dire les Romains n'arrivent pas... Enfin, voilà, c'est pas des frontières fermées, ils ne sont pas isolés, tout seuls. Non, ils sont en interaction. Et ils sont parfois décrits, notamment par les vainqueurs et les Romains, comme des peuples barbares, alors qu'ils avaient des niveaux d'artisanat, notamment, très développés. Et on trouve encore, à ce titre-là, par exemple, joaillerie ou pour les métaux, on se rendait compte qu'ils plaquaient l'or, qui a pour une technique très compliquée, qu'il fallait du mercure, c'est le mercure qui était par exemple retrouvé en Angleterre, se retrouvait c'est du mercure du Portugal, donc il y avait des échanges commerciaux, ils avaient des liaisons, ils parlaient, les dignitaires celtes étaient latinisés, parlaient le latin, bref, on n'est pas du tout sur les gens ni isolés ni barbares qu'on avait, mais bien des gens en interaction, qui avaient un commerce très fort dans un territoire qui était très très large et beaucoup plus large qu'on peut l'imaginer, et qui avait un artisanat très recherché et très développé. Alors, si je ne dis pas de bêtises, je laisse mes camarades réagir. Jean-Philippe, vous nous présentez des Celtes, des Celtes de France. Je présente des Celtes de Celtique. Et la Celtique étant définie par César comme étant la région centrale de la France actuelle. Le mot il est employé d'abord par des historiens grecs, il est fugitivement employé par César qui lui préfère le mot latin de Gallique, mais au début de la guerre des Gaules, il dit quand même que le centre de la Gaule est occupé par la Celtique. Donc mes Celtes sont des Celtes antiques, sont des Bituriges, d'où le titre du cycle, Roi du monde, c'est la traduction de Biturige. Toute simplicité. Ils se prétendaient les rois du monde. Et effectivement, comme le disait Jean-Laurent, en fait, c'est une civilisation qui nous a été présentée comme barbare par les latins et les grecs, tout simplement parce que latins et grecs ont été confrontés à des invasions et ils ont souvent vu le volet le plus guerrier du monde celtique, alors qu'en fait, il semble qu'il y ait eu un très grand raffinement dans certains domaines. Jean-Laurent évoquait le domaine de la joaillerie. Il faut savoir que l'essentiel des véhicules qui ont été employés ensuite dans l'Empire romain proviennent tout simplement de la technologie gauloise. Rome a récupéré aussi la cavalerie gauloise. Les légionnaires de César qui envahissent la Gaule sont équipés avec des cottes de mailles et des casques gaulois. Oubliez l'armure segmentata que vous voyez dans Astérix, hein, c'est pas du tout l'armure qu'on porte au 1er siècle avant notre ère, c'est une cotte de maille et c'est une invention gauloise du 3e siècle avant notre ère. Donc il y a une sophistication sur le plan technologique qui est très importante, sur le plan politique aussi, puisqu'en fait César envahit des États qui sont en train de se transformer en république, avec des magistrats élus, et c'est César qui impose à nouveau des rois. Parce qu'un roi, c'est plus facile à contrôler qu'une assemblée qui tous les ans va élire de nouveaux magistrats.
Donc, oui, la vision barbare qu'on a du monde celtique, c'est un cliché qui nous a été imposé par les auteurs latins et grecs, sachant que par ailleurs, ce sont aussi de vrais brutes, et que quand le philosophe grec Posédonos d'Apamée est révulsé en voyageant en Gaule parce qu'il voit partout des têtes coupées, c'est quelque chose qui est confirmé par l'archéologie. On a retrouvé aussi bien des portails avec des niches qui étaient destinées aux têtes coupées que des têtes encore enclouées. Donc il y avait bien des rites extrêmement brutaux. Donc on a affaire à une société qui est très contrastée, à la fois beaucoup plus raffinée que les clichés qu'on peut avoir, tout en restant assez barbare sur d'autres domaines. Alors ça, c'est passionnant à mettre par écrit. Nathalie, qu'est-ce que vous avez envie de nous faire découvrir sur ces Celtes que vous connaissez extrêmement bien, cette fois sur la version folklorique? Oui, alors en ce qui me concerne, je maîtrise moins les dimensions historiques que mes camarades, mais je me suis énormément penchée sur les mythes et les travaux surtout de mythologie comparée. Et ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est que déjà au niveau des mythes, je trouve que de tous les peuples indo-européens, les Celtes sont ceux qui sont peut-être les moins patriarcaux dans ce qu'ils présentent. Les personnages féminins ont encore des rôles importants, des rôles de pouvoir. Et puis surtout, ce sont aussi ceux qui ont conservé le plus de traces des peuples qui les ont précédés. Les travaux de Myriam Philibert, notamment sur les mythes pré-celtiques, le démontrent. Et comment dire, si on veut savoir un petit peu quelles étaient les croyances des peuples qui ont bâti les mégalithes, parce que contrairement au folklore et à la légende, les menhirs, c'est pas fait par les Gaulois, c'est pas fait par les Celtes, c'est déjà là quand ils arrivent. Eh bien, c'est justement en étudiant les mythes celtes, en les comparant avec les autres, qu'on peut retrouver tout un tas de traces pré-indo-européennes, même dans les noms de certains dieux, il y a des racines pré-indo-européennes qui persistent dans les noms. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus passionnée. Et toujours en lisant donc, de la mythologie comparée, le mythe et épopée de Georges Dumézil, il y a une phrase qui m'a marquée, c'est qu'il explique que les Romains avaient tendance à historiciser leurs mythes. Il y a des faits présentés comme historiques dans l'histoire romaine qui en réalité n'ont jamais existé. C'est simplement une historicisation d'un mythe. Un mythe qu'on va retrouver chez les hindous dans le Mahabharata, qu'on va retrouver chez les Germains et qu'on retrouve éventuellement parfois aussi chez les Celtes. Mais les Celtes avaient eux la démarche inverse, c'est-à-dire qu'eux ils avaient tendance à rêver et à mythifier leur histoire. Donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que je trouve que c'est une attitude de réenchantement permanent du réel et ça correspond un petit peu à ma démarche littéraire qui est plus poétique qu'autre chose quelque part. Voilà.